me suis associé avec Nicolas Autric, qui est ébéniste, en 2008 pour créer la fabrique. Aujourd'hui, on est 25 personnes, on produit du mobilier, on est basé sur Francheville. Du mobilier au sens assez large, hein, on est une entreprise artisanale, donc on n'est pas sur des marchés de grande consommation qui nécessitent une puissance industrielle, un travail vraiment d'usine, on est plutôt sur une approche artisanale. On a mis dans l'entreprise, quand on a la chance de pouvoir créer une entreprise, on a mis ce qui nous tient à cœur. Et donc c'est d'abord un projet de création d'emplois manufacturiers, à une époque où on crée beaucoup d'emplois de services, et en tout cas plus d'emplois de services que d'emplois de manufacturiers, et qui peuvent être également proposés à des personnes qui en sont éloignées, à la fois pour des questions de handicap, d'insertion professionnelle et de maladies psychiques. Donc on n'est pas une entreprise d'insertion, on n'est pas une entreprise adaptée, mais on a un dispositif qui s'appelle Hop Emploi, qui est notre manière de contribuer, de faire le job sur la question de l'emploi, sans entrer dans des logiques de financement public. Non pas qu'on pense qu'on n'en a pas besoin, mais en ayant entrepris, on chérit plus que tout notre liberté, et donc je n'ai pas envie de faire des dossiers et de demandes et de rendre des comptes, et ça c'est mon grand plaisir. Bon, je vais peut-être aller un peu plus vite, hein, pardon. Deuxième point, c'est les questions environnementales. Comme toute activité, notre processus de fabrication a des impacts environnementaux. On n'a aucune solution parfaite, mais on essaie de chercher à faire du mieux qu'on peut, et notamment aussi à bien connaître nos impacts pour les partager à nos clients, pour qu'eux-mêmes puissent faire des choix. Parce que pour un même produit, si on porte son regard plutôt sur la question du bilan carbone ou la question de la qualité de l'air intérieur, on va peut-être faire des choix différents, et je ne peux pas faire des choix à la place des clients, puisque je n'ai pas de solution parfaite. Troisièmement, partage du pouvoir et de la richesse, avec une démarche, on va dire, un peu d'inspiration sociocratique, et une logique de qualité de vie au travail, mais que je ne développe pas tout de suite, parce que ça vient après. Et Béatrice? Donc voilà, une petite présentation succincte de la RACT et le lien avec la qualité de vie au travail. Donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail existe depuis 30 ans. Nos patrons, enfin nos administrateurs, ce sont les représentants des directions et les représentants des salariés, et qui travaillent depuis 30 ans à essayer d'améliorer autant que possible les conditions de travail dans l'entreprise. Et puis dans les années 2010, on a commencé à parler de qualité de vie au travail. Donc en fait, le lien qu'on fait aujourd'hui, c'est que aborder en fait la question de la qualité de vie au travail ou des conditions de travail, en fait, c'est différent selon les époques, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, on rentre, on va dire, dans un grand, vrai virage, dans un vrai tournant, aussi bien sur l'attente des salariés que sur les enjeux environnementaux qui, forcément, ont un impact autour de la question des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Notamment, un premier qu'a cité Tristan tout à l'heure, qui est celui du sens. Et que l'on retrouve bien aussi dans ce que vient de nous exposer Fabrice, par rapport à l'intention, on va dire, première. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on travaille autour de ces questions. Je t'en prie. Et du coup, première question un peu plus petit. Donc vous avez conçu votre projet autour d'enjeux du travail et comment y être bien. Et comment vous faites le lien entre ce que nous on nomme la QVT et l'autre question qui est la question environnementale. Et puis, quel lien vous faites entre ces différents enjeux au sein de la fabrique? Ok. Alors, parmi nos inspirations, avec Nicolas, on est chrétien, on est catholique, et j'allais dire, quelles que soient vos convictions religieuses, l'Église catholique a produit depuis presque un siècle des encycliques qui constituent un corpus qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Et vous serez peut-être surpris de voir que successivement les papes ont été très progressistes sur le plan social, dans la prise en compte de la condition ouvrière, etc. Et tout ça aboutit notamment à Laudato Si, qui est le dernier encyclique du pape François, sur la sauvegarde de la maison commune. On retrouve le vocabulaire. Il y a des dimensions évidemment religieuses dans ces encycliques, mais il y a aussi des dimensions qui sont complètement humaines et sociales. Et du coup, nous on se situe dans cette approche d'une écologie intégrale. Et du coup, j'ai du mal à faire la différence entre les deux éléments que vous nous présentez. Le pape François dit le mal qu'on fait à la planète, c'est le mal qu'on fait à l'homme, c'est le mal qu'on fait aux plus pauvres. Et donc, prendre soin de l'environnement de la planète, prendre soin des personnes, c'est une même question, c'est un même sujet. Et donc, au cœur de l'entreprise, de la fabrique, on a une forme d'écologie de la relation que
tu vas peut-être appeler intelligence relationnelle peut-être après. Et évidemment, pour nous, la qualité de vie au travail, c'est d'abord l'écologie de la relation. Donc, c'est la politesse, c'est le sens de l'engagement. Voilà, je vis mon travail comme un service que je fais pour la personne qui vient après moi. Si je l'ai mal fait, c'est la merde. C'est un certain courage dans la vérité. On parle beaucoup de bienveillance ces derniers temps dans les entreprises. C'est vrai que ça peut être aussi pris d'une manière un peu à rebours, quoi. Être bienveillant, jamais dire des choses qui pourraient blesser les gens. Bon, alors on ne cherche pas à blesser les gens, mais si on veut être vrai et honnête dans l'entreprise, il faut pouvoir se dire les choses avec respect, etc. Et donc, le baby-foot, c'est bien pour la qualité du travail, mais ça vient après, en fait. Hein. Le plus important pour nous, c'est d'abord la qualité de la relation. Et du coup, le point de vue de l'ARACT sur ces sujets et sur le lien entre écologie et qualité du travail? En fait, on voit que ce qu'on trouve nous premier, et Tristan l'a également dit tout à l'heure, c'est de partir en fait au niveau individuel. Et c'est vrai que là, Fabrice témoigne, on va dire, de valeurs fortes, personnelles. Et il est vrai que ce qu'on a pu retrouver également dans des témoignages d'autres entrepreneurs qui peuvent passer par d'autres cheminements, c'est cet engagement, en tout cas personnel, du dirigeant par rapport à cette prise en compte en fait de la question à la fois humaine et à la fois écologique. Et donc forcément, en fait, le chemin qui va se faire, c'est un chemin qui va se faire à un niveau du coup plus stratégique que technique, en fait. Et ce chemin, en fait, qui va être du coup... alors, on parle vraiment de la question de la transition, on ne parle pas à ce moment-là, justement, de RSE, où on ne parle pas, on va dire, de normes, quelles qu'elles soient. On parle vraiment de la transition et de ce cheminement, en fait, qui va être vraiment une appropriation, on va dire, personnelle par le dirigeant et qui va, du coup, le transformer dans une stratégie et qui va se concrétiser, en fait, dans le fonctionnement de l'organisation. Et du coup qui permet d'avoir une vision plus systémique. Alors on a par exemple alors je ne sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler, je vais citer également en complément donc un dirigeant qui s'appelle Emmanuel Druon qui a écrit un livre qui s'appelle L'économie et qui a fait un certain nombre de choses dans son entreprise pour prendre en compte la question de la planète et qui lui va passer en fait au tamis de ses décisions et de chacun des investissements de ses projets au tamis de 3 questions. Quel effet sur la pénibilité? Quel effet sur la productivité de l'entreprise? Et quel effet sur la planète? Et si les 3 filtres ne sont pas verts, eh bien en fait il ne prend pas la décision. Mais là encore, on est encore un peu sur une vision un peu technique même quand on fait ça. Et le témoignage de Fabrice, il est plus large, on va dire qu'il aborde les choses de manière plus systémique. Et on voit aussi que ce qui peut conduire dès qu'on s'implique en fait dans ces questions-là, nous ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi dans les entreprises une implication forte des salariés. Les organisations, elles vont s'appuyer en fait sur la ressource en fait qu'est le salarié pour pouvoir également, on va dire, mettre en œuvre cette stratégie qui est assez en fait intégrée dans la personne du dirigeant. Et là, on peut arriver vers des choses assez nouvelles, et je pense que Fabrice va pouvoir continuer à exprimer tout ce qui s'est fait via la fabrique. Et on commence à rentrer dans un autre paradigme et qui fait venir des choses un peu nouvelles. Et du coup, qu'est-ce qui émerge de nouveau et quelle modification ça a sur le rapport au travail dans le fonctionnement de l'entreprise? Ouais. Alors, peut-être d'abord sur le rapport au travail et puis dans un deuxième temps sur le fonctionnement de l'entreprise. Sur le rapport au travail, c'est vrai que on parlait de difficultés de recrutement que vous avez par exemple. Bon, nous, on a la chance d'être dans un métier où, j'allais dire, l'exercice du travail lui-même porte un sens. Fabriquer un meuble, il y a un objectif, on voit ce que c'est, dans l'imaginaire collectif, il y a une contribution positive dans ce métier. Donc,
Ça, c'est déjà un premier point qui est facilité par l'exercice de notre métier. On parle de temps en temps aussi de raison d'être. C'est un peu marketing, je trouve. Et quand on y réfléchit, à la fabrique, je me rends compte que en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait un sens porté par tous dans l'entreprise. Il y a peut-être des niveaux, mais c'est peut-être un peu péjoratif de dire des niveaux, mais il y a des profondeurs ou peut-être pas des divergences, mais moi j'ai des salariés, ce qu'ils veulent, c'est faire des meubles. J'en ai d'autres qui veulent faire des meubles avec une approche environnementale positive. J'en ai qui veulent le faire dans le cadre d'une entreprise qui partage le pouvoir et la richesse. J'en ai qui veulent le faire dans une optique de transformation de la société. Et donc, je n'ai pas de jugement de valeur à avoir sur où est-ce que je mets le sens. Et dans l'entreprise, en tout cas dans la fabrique, quelqu'un qui veut, j'allais dire seulement, quelqu'un qui veut fabriquer des meubles, point, c'est le sens qu'il a à son travail, ça me convient tout à fait et je n'ai pas à aller le forcer à aller mettre du sens dans des choses qui ne lui parlent pas. En termes de rapport au travail, donc ça j'en ai parlé, en termes de fonctionnement, pardon, on est nous une entreprise où on a pas mal de temps de rencontre. Alors c'est vrai que quand je fais les calculs, ça coûte 30-35 000 euros par an de réunion. Bon. On a d'abord un conseil d'entreprise qui réunit tout le monde toutes les 6 semaines. Il fut un temps où ce conseil d'entreprise, quand on était moins nombreux, c'était un lieu de décision ici. Et puis on arrivait à un moment où ça ne marchait plus, la décision à 25. On ne décidait pas tout, mais un certain nombre de sujets étaient décidés avec tout le monde. Donc on a fait des ajustements. À un moment donné, c'était pas satisfaisant en termes de discussion, de dialogue. On a créé un open café qui était une réunion des salariés sans les gérants, mais finalement ça n'a pas apporté des choses positives non plus. Donc voilà, on est revenu en arrière. Une des caractéristiques, c'est qu'on est beaucoup dans les ajustements. Tu as parlé de maïotique. Voilà, il y a quelque chose chez nous qui est un peu de cet ordre-là, de parler les choses pour les faire advenir. Donc le conseil d'entreprise, qui est maintenant est un lieu d'information et de concertation sur les sujets de l'entreprise, qui sont plutôt des sujets, je dirais, stratégiques et d'organisation. Ensuite, puisqu'à un moment donné, on a supprimé une partie du pouvoir de décision d'une partie des salariés, puisqu'il n'y avait plus de décision dans la direction collégiale, on a redistribué le pouvoir dans les équipes. Donc, on est sur une approche, on va dire, de principe sociocratique. Les équipes ont beaucoup de pouvoir de décision. Ils peuvent engager des dépenses, faire des choix d'organisation, faire des choix d'investissement, dans la mesure où ces décisions, elles sont dans le cadre de leur espace de travail. Il y a une notion assez physique dans l'espace, assez géographique dans les équipes. Et évidemment, si ça n'a pas d'impact trop important sur le reste de l'entreprise. Quand les décisions ne peuvent pas être prises dans les équipes, elles sont renvoyées à une direction collégiale. Cette direction collégiale, elle est composée de Nicolas et moi en tant que gérant et de 4 membres qui sont élus sur un mode d'élection sans candidat. Mouvement un peu difficile à mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de 4 représentants du personnel auprès de la direction, c'est 4 personnes qui deviennent la direction. Parce qu'on a mis en place des règles avec cette équipe, et ça a été le début de notre travail, de mettre en place des règles, pour qu'avec Nicolas, on se dissolve dans cette direction. Et dans cette direction collégiale, on travaille par consentement. Consentement, là aussi, je ne déroule pas trop, mais c'est un peu plus agile, j'allais dire, que le consensus ou que l'unanimité. Il s'agit aussi de pouvoir prendre des décisions en disant moi j'aurais pas fait comme ça, mais cette décision-là ne remet pas en cause nos fondements, ne remet pas en cause l'entreprise, ne la met pas en danger, donc allons-y. Et donc on travaille par consentement dans cette direction collégiale. Là encore, la direction collégiale, elle a 2 ans, 2 ans et demi. On était 7, on a fait un questionnaire en fin d'année. On était un peu énervés parce que elle n'était pas très bien perçue, cette direction collégiale. Nous, ça nous a cassé quand même, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des mouvements dans l'entreprise, et donc finalement, elle n'était plus jugée si légitime que ça, alors qu'en fait, elle est quand même issue. Donc l'élection sans candidat, c'est toute l'entreprise vote pour des gens qui ne sont pas candidats, et c'est un vote qui est public et ouvert et argumenté. Donc si je vote pour quelqu'un, je dois dire pourquoi je pense que cette personne, elle a les qualités requises pour tenir ce poste. Donc c'est quand même très fort, humainement.
Donc elle n'était pas très légitime. Et en plus, elle semblait secrète parce qu'on avait des décisions qui étaient consignées dans un cahier qui est rangé dans la bibliothèque de la salle à manger commune. Et donc on a entendu que le cahier de décision était caché, par exemple. Du coup, là encore, on s'est réajusté, on a réduit, on s'est dit il faut qu'il y ait plus de personnes qui goûtent à cet exercice. Donc on a réduit le nombre de personnes, il peut y avoir plus fréquemment des invités qui peuvent venir porter des sujets. Et donc on s'est ajusté comme ça aussi. Je suis trop long, mais c'est pas grave, je continue. Sur le fonctionnement d'entreprise, là encore, dans les poncifs, on parle d'entreprise libérée. C'est un vocabulaire qui m'agace un peu parce que j'ai un peu l'impression que c'est le stade ultime du libéralisme où chacun doit être l'auto-entrepreneur de son job. Je suis un peu de mauvaise foi, voilà. Mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce petit livre qui s'appelle L'entreprise délibérée. C'est des Lyonnais, d'ailleurs, peut-être des gens de... Ça sent un petit peu la NACT. Voilà. Alors, c'est délibéré pour eux au sens de parler, de délibérer, au sens de, voilà, de la maïotique, voilà, comme on disait. Et de manière très forte, moi ça m'a parlé parce que libérer, mais libérer de quoi? Voilà. Comme si l'entreprise était un lieu d'aliénation. Et en fait, l'entreprise, ce n'est pas un lieu de libération, parce que justement, tu as parlé d'interdépendance. L'entreprise, c'est le lieu des interdépendances qui sont consenties. Sinon, on n'est pas une équipe, on n'est pas une entreprise. Et donc, si on veut faire entreprise ensemble, il faut accepter cette logique d'interdépendance. Je ne peux pas faire mon travail tout seul, je ne peux pas faire mon travail dans mon coin. Et pour ça, je dois avoir un dialogue à tous les niveaux, je dirais, avec les gens avec qui je travaille. Et donc, c'est pour ça qu'on met tant de temps à parler et on met tant de milliers d'euros à prendre le temps de parler dans l'entreprise. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Ah non, c'est interdit. C'est interdit. Je pose une question justement, est-ce que votre façon de fonctionner, ça ne se rapproche pas plutôt d'une entreprise opale plutôt que d'une entreprise libérée? Alors, moi, ma coquetterie, c'est de faire les trucs à ma sauce. Donc, j'ai beaucoup aimé Reinventing Organizations et j'ai trouvé effectivement beaucoup de... je vais faire le prétentieux. J'ai retrouvé beaucoup de choses que je pensais dans ce bouquin. Non, je me suis effectivement senti très en phase avec cette idée d'une entreprise opale, hein, donc avec la question de l'autonomie des personnes, le sens, puis je vais m'oublier le troisième truc, mais oui, si, c'était plutôt ça. Mais dans le fond, je me méfie un peu des modèles, et nous on est des artisans en fait, hein. On fabrique, et donc on bricole nos trucs. Donc effectivement, il y a de la doctrine sociale de l'Église, il y a de l'opale, En tout cas, dans ce système d'équipe avec des pouvoirs de décision et de conseil collégial, ça sera pas... Tout à fait. De la sociocratie. Ah ouais. De la sociocratie aussi, ouais. Eh bien, sur ces bonnes paroles, du coup, j'invite Béatrice à nous expliquer comment ça peut avoir un impact sur le rapport au travail En fait, de l'ARAC. oui, alors du point de vue de l'ARAC et au niveau on va dire, peut-être plus global de l'entreprise. En fait, je reviendrai sur le fait que le travail, en fait, c'est la transformation de quelque chose. Et on voit bien, on part, on va dire, on va chercher des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, des ressources naturelles, des ressources humaines, qui, par un processus de transformation, vont aboutir à un produit, à un service qui va être vendu. Et en fait, quand on est dans un changement de cadre de référence, je trouve, en tout cas ce qui est illustré là aujourd'hui avec aussi Fabrice, c'est que le changement de cadre de référence, en fait, il va essayer de considérer en fait cette transformation en termes de ressources, peut-être d'une manière un peu autre que juste aller chercher, on va dire, le savoir-faire ou la substantifique, on va dire, moelle de la personne qui travaille dans l'entreprise, mais elle va s'appuyer dessus aussi pour que son fonctionnement en fait soit différent. Donc on voit qu'il y a une espèce de réflexion très, très intégrée en fait le fonctionnement même de l'entreprise va en fait rejoindre un peu la finalité, cette nouvelle finalité première
de la raison en fait, pour laquelle l'entreprise a été créée. Alors, la question de la finalité, on peut faire aussi des liens avec, vous avez dû entendre parler un peu des entreprises à mission, ça vous évoque des choses, avec la raison d'être. Mais en fait, moi je dirais que ça va quand même plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur la finalité, on est aussi sur, du coup, le fonctionnement même de l'entreprise, de quelle manière lui-même, en fait, il va se transformer pour apporter en fait une autre valeur, et une autre valeur que le produit même fini. Et en fait, il me semble que dans le rapport au travail, et du coup dans le rapport de l'entreprise à son travail, c'est ça qu'on va toucher du doigt. Et qui est en fait assez différent de je produis, je concentre en fait toute mon énergie sur la sortie d'un produit, uniquement. Et donc, troisième question. Finalement, on fait plein de choses, mais qu'en est-il du résultat sur la performance, d'un côté, les enjeux économiques, bien entendu, et puis par ailleurs sur le bien-être effectif ou non des salariés dans ce genre d'organisation? Oui. Déjà, en premier lieu, je veux juste bien dire que, comme n'importe quelle entreprise, on a plein de problèmes. Il y a toujours des trucs qui se passent mal, il y a des moments tendus, les machins, etc. J'essaye de m'appliquer dans toutes les interventions que je peux faire, à ne dire que des choses que je peux dire à tous les salariés. Et donc, on on est attiré par un idéal, et aussi il y a la réalité de ce qu'on vit, et qui évidemment n'est jamais parfaite. On n'a pas une recherche de performance en tant que performance financière particulière, où on ne cherche pas à être les meilleurs d'eux, ou les plus ci, ou les mieux ça. En fait, moi ce qui m'intéresse, parce que pas de finalité, moi ce qui m'intéresse dans le fond c'est de construire, c'est d'inventer des choses en fait. Et ce qui m'intéresse le plus quand je vais à la fabrique, c'est quand même l'aventure humaine qu'on vit, c'est la belle aventure qu'on cherche à vivre. Voilà. Et donc, j'allais dire, on est en plus pas du tout les rôles de la mesure, et donc je ne sais pas quantifier les choses. En tout cas, si on fonctionne de cette manière, la seule raison, c'est juste parce que c'est comme ça qu'on a envie de fonctionner, et c'est comme ça qu'on sait fonctionner. Au global, ça nous donne une forme de performance. On est passé de 2 à 25 en une douzaine d'années. Bon, on a perdu de l'argent l'année dernière, hein, mais c'est pas grave. Mais l'entreprise est solide. On a une visibilité qui est supérieure à notre réalité économique. Voilà. Donc, on a une forme de performance. On a un turnover qui est un peu inférieur à celui de la profession, même si on a quand même des gens qui bougent, parce qu'on a aussi des gens entreprenants qu'on accompagne, et il y en a beaucoup qui se reconvertissent, qui partent vers d'autres horizons. On sait aussi que à la fabrique, tout le monde sait où est la caisse, on n'a pas de problème de malhonnêteté, voilà, on n'a aucune crainte de ce côté-là. Et on sait que en moyenne, même si on a toujours des boulettes, quand des salariés partent sur un chantier, ils ont à cœur de bien faire le truc. Et si ça se passe mal, c'est un peu énervant, mais on essaye d'aller au bout de nos responsabilités et de ne pas avoir de cadavres dans les placards. Et je me suis dit, sur la question du bien-être des salariés, j'entends quand même de la part des salariés que ouais, la soupe est plutôt bonne, on est plutôt bien à la fabrique. Voilà. Et des fois, j'ai même des salariés qui me disent, mais en fait, on ne se fait pas engueuler, et il y a un cuisinier pour la bouffe à midi. Pourquoi vous prenez la tête à chercher toujours des trucs en plus, machin, etc. Donc, on va dire cette attention à la qualité de la relation d'une part, qualité aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est peut-être parce que c'est évident, mais la sécurité au travail, la qualité des machines, l'entretien qu'on apporte aux machines. Tous ceux qui visitent la fabrique disent « Ah, c'est vachement propre ». Ouais, mais c'est un effort constant de tout le monde de tenir un atelier où il y a des copeaux qui giclent en permanence, de le tenir propre, bien rangé, etc. Donc dans l'ensemble, ça fait quand même plutôt une bonne qualité. Je me suis dit,
sur cette mesure de la performance. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais la référence qui m'est venue, c'est celle de l'honnête homme du XVIIe siècle. Du coup, je suis allé chercher. Alors, on n'a pas envie d'être les meilleurs de ci, les plus ça, mais si on pouvait être une honnête entreprise au sens de l'honnête homme, je pense qu'on aurait réussi notre affaire. Et je suis allé creuser un peu parce que c'est bien de chercher. Je vais creuser en surface, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé 3 qualificatifs pour l'honnête homme. Il est élégant, modéré et naturel. Voilà. Il est élégant dans le sens où il s'intéresse aux choses. Il est cultivé, mais pas au sens qu'il se la raconte, mais au sens de... il est curieux du monde. Voilà. Il est modéré. C'est vrai que moi, je suis assez central. J'aime les bons compromis, voilà, des choses comme ça. Et naturel au sens où il vit dans son milieu. Quoi. Et sans artifice. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être une mesure de notre performance si on arrive à être une honnête entreprise. Même question pour Béatrice. Sur la question de la performance Et du bien-être des salariés, en fait, la question, il me semble, en fait, que dans un nouveau cadre de référence comme ça, justement, on va aller chercher en fait une performance qui est autre, qui est à côté de la performance stricte comptable. Mais du coup, peut-être qu'effectivement, alors, il faut savoir la regarder et la voir, et puis également savoir la valoriser. Alors quand ça fait partie peut-être effectivement un peu de l'ADN de l'entreprise, c'est plus aisé. Pour des entreprises qui sont moins, on va dire, dès le départ dans ce type de posture, toute entreprise a en fait de la performance qui est autre que comptable, mais il faut savoir la regarder et parfois également l'institutionnaliser. Il y a peut-être aussi des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des initiatives individuelles dans l'entreprise, mais qui se font à la marge et qui ne sont pas forcément reprises de manière globale. Et peut-être qu'effectivement, la question de la performance et du bien-être en fait, dans le fonctionnement collectif, il est aussi celui-là, c'est-à-dire que ce qui est ajusté peut-être individuellement, il est aussi le fait d'arriver à le penser plus globalement avec des règles, de manière à en tirer de la valeur ajoutée. Alors, moi, ce que j'entends là sur cette autre performance, en termes de valeur ajoutée, c'est la création du sens, c'est l'autonomie, la créativité, qui tout ça, forcément, alors, il y a un investissement, mais après, peut-être qu'il y a effectivement une récupération alternative, comme on peut le voir quand on parle il n'y a pas trop d'absentéisme, du coup, ça fait quand même, ça fait aussi des pertes en moins, alors à la fois humaines et puis à la fois, on va dire, comptable, tout simplement. Donc, cette question de la performance, je pense qu'il faut la regarder de manière effectivement décalée. Alors, après, il y a aussi des réseaux d'entrepreneurs qui parlent également de performance globale et du coup, c'est vraiment regarder au-delà de la stricte performance comptable. Mais moi, il me semble qu'il y a aussi, et là, Fabrice n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'il va le faire après, c'est qu'en fait, la performance dans ce type d'organisation, en fait, elle va s'élargir, elle va vraiment s'élargir et s'ouvrir, et elle va créer d'autres opportunités. Et ça, je dirais sur d'autres entreprises. Et du coup, effectivement, Béatrice parlait d'élargir les horizons. Et donc, c'était un peu la dernière question. C'était, OK, au sein de l'entreprise, mais quel lien on fait avec l'extérieur de l'entreprise, comment elle s'ancre dans son territoire, avec son tissu économique extérieur. Et qu'est-ce que, du coup, est-ce que ce modèle-là, en fait, induit des nouveaux services, des nouvelles offres? Comment ça peut se traduire? Sur la question des liens avec l'extérieur, on n'est pas très fort sur les parties prenantes, les fournisseurs, les clients, machin, etc. C'est vrai qu'on aime bien chez nous, en fait. Et donc, alors nos clients viennent quand même souvent chez nous et par les demandes qu'ils nous formulent, ils nous transforment aussi. Mais on est dans notre territoire plutôt par une approche d'abord géographique. On a une cabane à chutes, par exemple, où on met des chutes de production, donc les gens viennent les chercher pour bricoler, machin, etc.
Alors, comme on a un cuisinier qui cuisine pour l'équipe, du coup on a un maraîcher qui nous livre, on a des partenariats avec un IME de jeunes qui sont atteints d'autisme, on a un partenariat avec les Beaux-Arts de Lyon, les Récupératech, avec des compagnies de danse. Donc on essaye d'être traversé, en fait, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est qu'on soit traversé par des choses qui nous sont différentes et qui peuvent nous permettre de nous réinventer, de nous questionner. On a aussi, il y a quelques années, démarré une petite structure qui s'appelle l'Archipel, qui est quelque chose d'un peu informel, dans lequel on a invité 4 ou 5 plus petites entreprises, mais qui sont un peu dans les mêmes domaines quand même, pour qu'on puisse ensemble créer plus d'emplois, puisqu'on s'était dit on est arrivé à peu près à ce qu'on va pouvoir créer comme emploi par rapport à notre envie en tant que dirigeant, par rapport aux locaux dont on dispose et tout ça. Et donc on a travaillé avec 4 ou 5 entreprises, à la fois sur des sujets de marketing, mais aussi quel extincteur mettre à tel endroit, comment faire du business ensemble, etc. Et donc sur cette notion d'un partage sur le territoire, on travaille avec cet archipel. D'une manière moins géographique et avec le type d'offre que ça peut induire, ça nous... les sujets sur lesquels je pense qu'il faut qu'on soit ouvert, même si on n'a pas encore toutes les clés, c'est celle de la formation, parce qu'il y a une aspiration de plus en plus à faire de ses mains. Voilà. Et si on veut aller dans le fond vers une économie moins carbonée, quand chacun devient le producteur de ses propres biens, on est sur quelque chose qui est plus vertueux. Donc on a déjà des ateliers à la fabrique où les gens viennent, il y a 2 ateliers. Un atelier traditionnel, on apprend à travailler avec un ciseau à bois et une scie, et un autre pour fabriquer un tabouret. Et pour l'instant, on est déjà quand même à 450 visiteurs par an qui viennent apprendre, un petit peu apprendre, voilà. Mais on pourrait peut-être aller plus loin de ce côté. Il y a un autre élément très fort et qui vient de sortir dans la loi il n'y a pas longtemps, qui est toute la dimension du réemploi, notamment pour le mobilier. Et là, il faut qu'on mette en place des boucles d'économie circulaire avec un gisement de matière qui, au départ, est plutôt moche. Donc, il y a quand même des choses qui sont importantes à inventer. Et puis, le troisième axe, je pense, qui est important dans notre métier, c'est la dimension locale. Et comment on arrive à répondre à cette aspiration, voilà, à consommer localement. Mais si c'est local, ça veut dire que c'est des petites unités de production. Petites unités de production, c'est quand même assez coûteux par rapport à une usine qui est centralisée. Donc, il y a des questions de modèle économique. Et donc en termes de nouvelles offres, on est en plein dedans parce que on a des questions de est-ce qu'on construit, on a une petite réserve foncière, donc est-ce qu'on construit un atelier, est-ce qu'on construit des bureaux, si on construit des bureaux, quelle activité va apporter de la valeur ajoutée pour financer ces bureaux, etc. Et on est vraiment dans ces questions aujourd'hui de nouveaux services justement qu'il faut qu'on rende parce que on pourrait continuer à faire comme on a fait jusque-là, hein, mais c'est vrai qu'on va se faire chier, quoi. Donc, comme on aime bien inventer des choses, en tout cas dans notre cas, à notre échelle, être 2 fois plus nombreux pour faire la même chose que ce qu'on fait jusque-là ne nous intéresse pas. Et donc, on cherche à inventer ces nouveaux services, et comme je disais, autour du réemploi, de la formation et d'une économie très locale. Sur cette nouveau modèle, Béatrice Et ben en fait, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'on a, enfin, je dis, hein, le projet il est quand même issu on va dire, d'un travail de 18 mois auparavant, où on a eu l'occasion de rencontrer différentes structures. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que ça va plutôt être des structures qui vont avoir tendance à élargir en fait leur offre et à des choses vraiment à côté, c'est-à-dire, et effectivement, la vente en fait de savoir-faire ou de conseils directement à leurs clients, en fait, les gens ont appris des choses en fait à partir du moment où ils sont rentrés en transition par rapport à leur propre métier, et donc derrière ils vont faire du conseil, où ils vont transférer effectivement leur expertise à des clients directs, pour qu'ils sachent mieux se servir. Là, on parlait, on va dire, de fabriquer carrément de la fabrique de bois, mais ça arrive pour, par exemple, de l'aromathérapie. Et ils sont vraiment dans cette logique-là en fait de diversification, plus qu'effectivement on va dire de grandir en quantité. Et donc ça, on voit que la création de richesse, en fait, elle se fait autrement. Voilà. Elle ne va pas se faire en volume,
alors, elle peut se faire, si, enfin, automatiquement, ça se fait aussi en volume, mais peut-être moins fortement que, on va dire, sur quelque chose d'unique. Mais il y a une diversité à la fois de l'offre par rapport au cœur d'activité, mais également de la clientèle. Et donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on est dans une logique territoire. Et là, il y a la question de, effectivement, vous regardez plutôt vos voisins. Vous allez plutôt, on va dire, vous relier à des partenaires potentiels. Et là, on voit que du coup, ça crée des opportunités, ça crée des opportunités d'activité, ça crée des opportunités de partenariat qui vont faire qu'il va y avoir un maillage qui est plus dense et qui permettent certainement une résilience. Enfin, moi, je note effectivement dans ce que dit Fabrice, c'est, on va dire qu'on a peut-être une visibilité en termes de valeur qui est plus importante que notre valeur comptable. Voilà. En fait, cette espèce de maillage fait effectivement que ça apporte de la valeur à l'entreprise. Et donc après, il y a des modèles aujourd'hui qui sont en expérimentation, des nouveaux modèles économiques en fait, parce que tout ça passe bien évidemment par aussi l'économie. Alors on a entendu parler effectivement de l'économie circulaire, qui parfois est un peu, porte à controverse, mais il y a aussi, tout à l'heure je vous ai nommé l'économie, donc il y a un dirigeant qui en a fait carrément un modèle, et d'ailleurs lui, c'est également, si vous allez voir sur son site Pocheco, il a même dû fermer son entreprise parce qu'en fait, il fabriquait des enveloppes à papier, et les enveloppes, en fait, ils en vendent de moins en moins, donc en fait, ils ont dû trouver une alternative en termes de développement, et aujourd'hui, donc ils ont complètement changé en fait leur modèle d'activité, mais donc ils l'ont à la fois élargi et à la fois ils ont transformé le cœur même de leur activité. Donc voilà, le terme c'est l'économie, mais on pourra vous donner également un certain nombre de ressources à aller voir pour vous inspirer. Et puis il y a aussi par exemple l'économie de la fonctionnalité, qui elle va plutôt chercher en fait à vendre l'usage d'un bien. Donc on est beaucoup sur du réemploi, mais on est aussi beaucoup sur, au lieu de vendre uniquement, par exemple dans la restauration, un plat, on va également vendre son savoir-faire culinaire, quoi. Donc on va apporter en plus de l'offre, on va dire, de restauration, le savoir-faire, et on peut imaginer à ce moment-là, on va dire, des services qui sont vraiment, en fait, joints, on va dire, au cœur d'activité, mais qui vont amener à se développer. Et puis après, il y a un modèle qui est très, on va dire, avant-gardiste, là, qui manque peut-être encore, on va dire, de concret, des choses autour de l'économie symbiotique. Et là, du coup, on est plutôt sur la régénération, en fait, des systèmes, c'est-à-dire que les ressources que l'on prend et qui vont être transformées vont elles-mêmes, en fait, permettre de développer d'autres choses derrière. Alors, on voit que c'est un peu, alors aussi bien sur les aspects, on va dire, sociaux que sur les aspects environnementaux. C'est-à-dire que ça va être un cercle vraiment très vertueux et qui va même permettre, on va dire, de développer on va dire, qui va permettre de créer, mais qui va permettre de créer sans impact, quoi. Et voilà. C'est un peu, voilà, les premiers éléments. Mais du coup, c'est le moment où vous pouvez poser des questions. Ou faire des remarques. C'est pas forcément des questions. Allez-y. Juste une question pour Fabrice. Y a-t-il dans la pérennité je ne vais pas appeler ça des modèles, mais en tout cas ce que vous avez décrit, la manière est-ce que vous identifiez des zones de risque, parce que vous avez bien parlé des opportunités, on voit bien qu'il n'y a pas de risque, qui sont aujourd'hui à l'étude, au développement. Concernant les zones de risque ou les points qui pourraient vous inquiéter aujourd'hui dans la pérennité de ce fonctionnement que vous avez aujourd'hui. J'en vois deux peut-être. La première, c'est qu'on s'endorme un peu. Et disons que c'est intéressant. Quand on embauche des débutants ou des apprentis conformes, ils n'ont pas connu d'autres modèles d'entreprise. Et c'est intéressant aussi que régulièrement, des personnes arrivent de l'extérieur pour nous rappeler que c'est pas si mal.
Voilà. Et par exemple, notre cuisinier titulaire est en arrêt maladie, donc on a fonctionné avec des remplaçantes. Et il y a un remplaçant qu'on a fini par pas garder parce qu'il trouvait que ça ressemblait trop à de la nourriture d'EHPAD. Mais bon, ils ont quand même bien dit, ouais, mais c'est vrai qu'on est quand même vraiment des enfants gâtés. Voilà. Mais bon, on l'a fait quand même. On a quand même changé de cuisinier. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut aussi savoir raison garder. Donc ça, c'est peut-être un risque. Et le deuxième, je vous le partage de manière très transparente. Et c'est quelque chose qui est très récent. On a une des salariés, membre de la direction collégiale, qui est venue porter en direction collégiale le sujet de la reconnaissance menstruelle. Voilà. En tant qu'un fait biologique qui s'impose à la moitié de l'humanité et qui, sans aller jusqu'à de la maladie, peut empêcher la personne de travailler à un moment donné. Et donc on a pas mal travaillé le sujet. C'est vrai que ça nous a un peu interloqué avec Nicolas. Et en fait, on avait fini par identifier pourquoi ça nous grattait. Parce que en fait, le sujet est arrivé dans une dimension sociétale et militante. Voilà. Il faut faire tomber le tabou des règles. Le monde est construit par les hommes. Voilà. Les femmes doivent reprendre le pouvoir pour construire un monde habitable par la moitié de l'humanité. Et moi, en tant que dirigeant, je n'ai pas à imposer dans mon entreprise une vision sociétale. Nous, notre champ d'action, c'est le social. Et donc, ça nous a amené à construire ensemble une réponse qui est un peu à côté, qui ne va pas répondre à l'aspiration de combat sociétal, qui est de dire oui, c'est vrai, chaque personne, mais pas que les femmes, parce qu'il y a des hommes qui ont des migraines, etc. Chaque personne, si elle est en situation de ne pas pouvoir travailler, elle doit pouvoir se reposer. Donc on aménage une petite salle, voilà. On redit cette possibilité de se mettre un peu en retrait, sans pour autant, parce que le droit du travail, c'est si je ne peux pas travailler, je dois être envoyé chez moi en arrêt maladie, voilà, jusqu'à ce que je puisse revenir. Donc on garde cette possibilité d'un arrêt court pendant la production, avec si possible le fait de rattraper. Voilà. Et là où notre qualité de dialogue elle est quand même intéressante, c'est que c'était que l'aspiration, c'était que ce temps soit payé. Voilà. Parce que, dans une logique sociétale, le congé maternité, il a été payé à un moment donné, mais avant il n'était pas payé, et c'est parce que des entreprises et des personnes se sont mises en chemin pour le faire accepter, etc. Donc, la personne qui nous a apporté ça, elle ne dirigeait pas ça contre l'entreprise, elle considérait qu'étant dans une entreprise engagée, elle pouvait y trouver un terrain favorable pour porter ce combat sociétal. Voilà. Et donc sur ce point-là, effectivement, on a décalé le sujet. On n'est pas dans un combat sociétal, on est dans une approche sociale de qualité de vie au travail. Et on a décidé que ce temps-là ne serait pas payé. Il peut être rattrapé. On a des dispositifs qui permettent de le rattraper comme ça. Donc peut-être que la zone d'ombre ou de risque d'une entreprise où on parle beaucoup, c'est de ne pas parler des bonnes choses. Ou en tout cas, le sujet est intéressant et on a continué à en débattre à titre personnel, mais pas en tant que sujet de l'entreprise. Et cette réponse, elle a été accueillie comment par les salariés? Alors c'est là où je dis qu'il y a une qualité de dialogue, c'est que la personne qui a porté cette question, elle est membre de la direction collégiale. Elle a constaté en direction collégiale qu'il n'y avait pas de consentement pour aller jusqu'au bout du sujet. Elle a dit ok, je vois qu'il n'y a pas de consentement, j'en prends note, quoi. Ça nous a fait progresser sur le plan social. Est-ce qu'il y a d'autres questions de volonté de prise de parole? Je peux interroger sur un truc, c'est qu'on vous parlez d'autonomie sur des groupes de poste, des choses comme ça. Et vous dites que si vous devez se reposer un quart d'heure parce qu'ils ont mal à la tête, c'est du temps qui n'est pas payé. Mais où est l'autonomie dans ce cas-là? Où est quoi, pardon? Où est l'autonomie dans ce cas-là? Parce que moi, ce que après, nous, on a une population qui est que des cadres, principalement des cadres, c'est un petit peu différent aussi. Mais quand on leur donne une mission, la mission, on ne va pas aller derrière eux pour leur dire ça a pris 20 minutes pour te proposer, ou même une heure, et alors que le travail est fait, que la mission est remplie, que l'objectif est rempli, on n'est pas derrière eux, quoi.
c'est un milieu pas qui est différent de l'autre. tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une même population de travail. Dans une entreprise où les gens ont été formés à un métier d'ébéniste, il y a une logique, il y a une culture davantage ouvrière. On commence tous ensemble, on prend la pause ensemble, mais chaque quart d'heure supplémentaire est payé aux salariés. Voilà. Donc les salariés, ils ont la liberté d'organiser leur travail. Alors, ils ont la liberté d'organiser leur travail au sens où il n'y a pas de méthode. Donc il y a un dossier de fabrication, il y a plein de chemins possibles, des machines possibles, une approche, etc. Donc sur la technique, je parle. Ils ont cette autonomie. Ensuite, on a un accord de libre choix du temps de travail qui s'appelle l'accord NOTE. On a essayé de bricoler ça, c'était un peu compliqué, mais on a réussi. Où les salariés peuvent choisir leur temps de travail, on ne voulait pas imposer des congés supplémentaires, des RTT, etc. Donc, en théorie, quelqu'un qui veut venir plus tard, il peut venir plus tard. On l'a dit, on l'a rappelé, voilà. Et en fait, je constate que ça ne se passe pas. Est-ce que c'est pas le regard des autres? C'est possible. Mais pour moi, on est aussi dans un travail qui se fait ensemble. Et donc si par exemple je suis avec mon équipe et que je m'arrête, il faut que j'informe mon équipe. On est vraiment sur un travail qui se vit collectivement, quoi. Mais à la différence d'une entreprise peut-être plus de services et avec des cadres, effectivement, on est sur des contrats à l'heure où les gens sont payés à l'heure, ils déclarent leurs heures et on les paye pour leurs heures. Nous aussi, on déclare leurs heures, mais j'ai envie de dire, vous, dans la présentation, vous parliez de l'artisanat, c'est aussi distinguer le différent entre l'industriel et l'artisanat. C'est que l'artisanat, l'artisan, quand il a commencé son élément, son chantier, sa fabrication, il est dedans, il ne va pas regarder ce qu'il fait, il ne va pas dire j'ai mis un quart d'heure de plus ou 10 minutes de plus. Tandis que dans l'industrie, on est vraiment dans ce cas. Alors, l'artisan à son compte, ouais. Oui. Mais effectivement, nous, on est une entreprise avec un processus artisanal et une culture qui est aussi un peu plus inspirée d'expérience industrielle qu'est la mienne, effectivement. Quand on parlait de gamme opératoire, on ne parle pas de l'artisanat. Ouais, non, mais justement, je dis qu'on n'a pas de gamme, justement. Il y a